Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de la série consacrée à l'unité d'enseignement mécanique du solide indéformable. Alors pour cette vidéo, on va voir une première partie des notions qui interviennent sur le premier chapitre intitulé Calcul vectoriel. Pour ceci, il faut savoir qu'on fera toujours référence à un espace vectoriel, en référence R au cube, où on définira tout vecteur V par la donnée de trois composantes V1, V2, V3, s'étalant sur la base E1, E2 et E3. Donc c'est sur cela qu'on va souvent travailler de façon générale. Alors, on va définir déjà les notions de vecteurs, les vecteurs qu'on aura particulièrement étudiés en mécanique des solides et des déformables. Alors, il faut savoir ici qu'on aura principalement à étudier deux types de vecteurs. On aura des vecteurs qui seront dits liés et des vecteurs glissants. Alors, un vecteur est dit lié lorsque son point d'application est fixe. Ça veut dire que j'ai un vecteur, par exemple, A, U, ou dans un espace tridimensionnel, là, 1, 2, 3, j'ai un point A qui se situe dans l'espace, et là, j'ai mon vecteur U, par exemple. Ça, c'est un vecteur lié, parce que son point d'application est fixe. Maintenant, il sera dit glissant si et seulement si il est possible, il est défini grâce à un support. Je m'explique. Ça veut dire que je prends un axe delta, j'ai un vecteur lié AU, donc j'ai A et j'ai U, de telle sorte que, U soit confondu à l'axe delta, soit parallèle à cet axe. Alors l'ensemble des points BI, dans l'ensemble des vecteurs liés BIU, tel que A, tel que nous avons là AU, très bien. Donc, pas A et B, tel que BI, BJ, vectoriel U, soit égal au vecteur nul, tout simplement. Donc, ça, c'est le cas où A n'est pas un point de l'axe delta. Je m'explique. Ça veut dire que sur cet axe, par exemple, je peux avoir deux points. Là, j'ai B1, là, j'ai B2. Alors, je vois bien que le vecteur B1, B2, c'est pour ça que mes BJ et BI, BJ, B1, B2 est orienté suivant U. Alors, si je fais le produit vectoriel de B1, B2 avec U, j'aurai le vecteur nul. Il en est de même si jamais le vecteur A, si le vecteur lié AU est défini sur l'axe delta. Donc, vous voyez que sur l'axe delta, si là j'ai U, alors si j'ai défini un point B quelconque de mon espace, de ma droite delta, j'aurai maintenant AB dans ce cas, parce que A appartient à delta, mais s'il n'appartenait pas, on aurait eu B, BI, BJ simplement. Donc c'est l'ensemble des points AB ici, c'est l'ensemble des points ABI, l'ensemble des points A. L'ensemble des points BI tels que ABI, vectoriel U, soit simplement égal au vecteur nul. Donc c'est ce vecteur, c'est comme si vous preniez un vecteur en fait, lié, et que vous pouvez glisser sur un support. C'est pareil là, ainsi de suite. Donc là, ici, nous avons le vecteur qui n'appartient pas à l'axe, à son glisseur, à son support. Donc on peut le glisser comme ceci, de façon parallèle à son glisseur, ou encore un vecteur qui appartient à son glisseur, et tout simplement, il transite. Donc, c'est ça qu'on appelle un vecteur glissant. Un vecteur lié, lui, il est juste fixe. Son point d'application est fixe dans l'espace. Donc, une fois qu'on a vu, on aura juste à rappeler de façon générale les notions de produit scalaire, produit vectoriel, double produit vectoriel et produit mixte, tout simplement, avant de voir la notion de moment. Donc, pour cela, on va considérer trois vecteurs liés, bien sûr. Et on va considérer trois vecteurs liés. On va prendre U, qui aura pour composante U1, U2, U3. On va prendre V, qui aura pour composante V1, V2, V3. On fera également de même pour W, qui aura pour composante W1, W2, W3. Ceci, c'est juste des rappels. Alors, le produit scalaire entre U et V, c'est la fonction scalaire
qui se note simplement U scalaire V et qui n'est rien d'autre que U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Ça, c'est ce qu'il en est du produit scalaire. Maintenant, le produit vectoriel, c'est la fonction vectorielle UV qui se note U vectoriel V. Et comment on fait pour déterminer ces coordonnées? Vous le savez, j'aligne juste les coordonnées de U, c'est-à-dire U1, U2, U3, V1 et de V, V2, V3. Je peux ajouter ma ligne U1, U1, V1, juste pour des questions de clarté. Pour avoir la première composante, je barre la première ligne, je reste avec la sous-matrice que j'obtiens là. Et je calcule le déterminant. Donc là, j'ai U2, V3 moins U3, V2. Deuxième ligne, pour avoir ceci, je barre, pour avoir la deuxième composante, je barre la deuxième ligne et je calcule ceci. Donc là, j'ai U3, V1 moins U1, V3. Troisième ligne, je barre ceci et comme il n'y a plus de sous-déterminant, alors je viens calculer ceci. Donc là, j'ai U1, V2 moins U2, V1. Donc ceci, c'est le produit vectoriel. Vous voyez que le produit scalaire nous prend deux valeurs en entrée et nous ressort une quantité scalaire, tandis que le produit vectoriel nous prend deux vecteurs en entrée et nous ressort un troisième vecteur qui, lui, est orthogonal aux deux vecteurs. Donc il faut noter que f de u, v, est perpendiculaire à u et perpendiculaire à v. Ça veut dire que, par exemple, si on prend le plan du tableau, si j'ai mon u qui est dans ce sens, v dans ce sens, c'est qui est sûr, le produit vectoriel de ces deux vecteurs sera soit entrant, soit sortant, selon l'orientation qu'on a. Avec le criette du décroîdois, vous orientez directement cela. Par exemple, dans ce sens, qu'est-ce qu'on aura? On aura un truc qui ancre plutôt, ça veut dire qu'il sera plutôt ancrant. Donc on aura notre produit vectoriel entre U et V qui sera ancrant, mais pas sur le plan du tableau. Donc voilà ce qu'il en est de ce qu'on appelle produit vectoriel. Maintenant, passons au double produit vectoriel. Le double produit vectoriel, c'est juste un produit vectoriel entre trois vecteurs de façon continue. Donc, je prends mes trois vecteurs U scalaire V vectoriel W. Le double produit vectoriel, c'est la quantité U vectoriel V vectoriel W. Vous voyez que le produit vectoriel ici, il intervient deux fois. Alors ici, il y a une façon mnémotechnique de retenir cela. Vous allez considérer ceci comme vos vecteurs portants, tout simplement. Donc vous aurez là, il sera porté par V, moins là, il sera porté par W tout simplement. Lorsque vous le faites porter par V, le reste c'est le produit scalaire. Du coup ici je reste avec U scalaire W. Ici je reste avec, lorsque je fais porter W, je reste avec U scalaire V. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte de la fameuse formule du bac-4 qui est aussi une façon mémotechnique de retenir cela. Lorsque j'ai A vectoriel B vectoriel C, on vous dit très souvent que c'est bac-4. Pourquoi? Parce que je prends ces vecteurs portants. Lorsque je prends le premier vecteur portant qui est B, le reste c'est le produit scalaire, je fais mon moins. Et le deuxième vecteur portant c'est C, le reste c'est le produit scalaire. Donc ça c'est aussi une notion qui va nous aider lorsqu'on sera particulièrement cinématique du solide indéformable. Donc il en est, c'est tout ce qu'il y a à savoir à propos du produit vectoriel. Maintenant, parlons du produit mixte. Le produit mixte nous permet en fait de déterminer le volume d'un parallélépipède formé par trois vecteurs. Donc si j'ai U, V et W, je sais pas, je vais l'orienter comment? Comme ceci par exemple, W. Alors si j'essaye de former un parallélépipède avec ceci, donc cette formule, ceci dans l'espace, cette petite formule dans l'espace, cette figure dans l'espace qui représente à peu près un parallélépipède, le produit mixte entre les trois vecteurs va nous donner le volume de ce parallélépipède. Et on note U, virgule V, virgule W, qui n'est rien d'autre que U, scalaire, V, vectoriel, W.
En fait, lorsque je fais le U, je sais que le V scalaire W, c'est un vecteur, alors le U scalaire un vecteur va me donner également, une quantité scalaire, ce qui revient vraiment à dire que c'est un volume, parce qu'on sait qu'un volume, c'est une quantité scalaire. Dans ceci, faire le U scalaire V W, je peux faire une permutation cyclique. J'aligne mes vecteurs U, V, W, je continue simplement U, V, ainsi de suite. Alors, lorsque je fais le U scalaire V vectoriel W, je peux également commencer par V et j'aurai V scalaire, lorsque je viens à V, c'est W vectoriel U. Ou encore, je viens directement à W, et lorsque je viens à W, qu'est-ce que j'obtiens? U vectoriel V. Donc, ces notions également vont nous aider dans plusieurs démonstrations. On aura utilisé par exemple tout à l'heure, lorsqu'on verra la notion de moment, pour démontrer que le moment d'une force, par exemple, par rapport à un axe, ne dépend pas du point choisi sur l'axe. Donc, voilà tout ce qu'il en est du double produit vectoriel qu'on a vu précédemment et le produit mixte. Donc maintenant, passons à la notion de moment qui est vraiment la notion clé de cette première vidéo. Alors, le moment, il faut d'abord savoir ce qu'il quantifie. Alors, le moment, vous le savez déjà depuis le secondaire, le moment d'une force, généralement, quand on le calculait, c'était soit par rapport à un axe, soit par rapport à un point. Donc, on va le voir ici, le moment. On va considérer une force ici qui sera caractérisée par un vecteur lié. C'est ça qu'on va dire qu'en fait, ce sera le moment d'un vecteur lié. On va appeler ce vecteur lié AU. Donc, comme on a là. OK. Donc, on peut calculer le moment d'un vecteur lié AU par rapport à un point. Donc, par rapport à un point ou par rapport à un axe. On commence par rapport à un point. J'appelle le point O, tout simplement. Lorsque je prends, en fait, par définition, le moment par rapport à O de notre vecteur lié à U ne sera rien d'autre que la quantité OA vectorielle U. Donc, ce sera un vecteur qui sera perpendiculaire à OA, perpendiculaire à U, tout simplement. Donc, si OA et U sont décrits sur notre schéma, alors le vecteur, le moment sera perpendiculaire au plan du tableau. Donc, si nous sommes sur le tableau. Et la norme de ce moment, par rapport à O de AU, ne sera rien d'autre que la norme de OA vectoriel U, qui est encore égale à la norme de OA fois la norme de U fois le sinus de l'angle qui existe entre OA et U. Donc ça c'est pour le produit vectoriel, j'ai oublié de le préciser. Lorsqu'on fait également le produit scalaire U, scalaire V, alors généralement on va dire que ceci peut encore s'écrire comme U, norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle θ, qui est l'angle entre U et V. Donc ceci, ça peut aussi intervenir. Ceci peut nous permettre également de trouver par exemple l'angle qui existe entre deux vecteurs U et V, connaissant les expressions de ces vecteurs. Donc j'ai U scalaire V sur norme de U fois norme de V. Et avec ceci également, je peux trouver le sinus de cet angle en utilisant plutôt sinus de θ qui sera U vectoriel V en termes de norme sur norme de U fois norme de V. Parce que je sais que U vectoriel V en termes de norme sera norme de U fois norme de V fois le sinus de l'angle qui existe entre U et V que j'ai appelé θ. Donc ceci peut nous permettre dans certains exercices de calcul vectoriel de déterminer l'angle qui existe entre deux vecteurs. Donc utiliser ceci, ça peut vous permettre d'avoir une valeur bien précise de votre angle. Donc maintenant, passons à la définition du moment par rapport à un axe. Déjà, il faut, j'ai failli oublier, le moment en fait, il faut savoir ce que ça représente physiquement. Lorsque je prends un point et que je veux calculer, par exemple, le moment d'un vecteur lié AU qui est là, que je vais caractériser par une force, je vais modéliser par une force, je vais dire qu'en fait c'est une force. Si ceci c'est mon système en fait, je ne sais pas, peu importe, que ce soit que A soit un point du solide ou pas, donc là j'ai
j'ai mon point A qui appartient à mon système matériel. En fait, le moment de la force, AU, oui, je le dis ainsi, par rapport au point O, va nous aider à comprendre l'aptitude qu'a cette force à faire roter le système autour du point O. Donc, c'est ce que ça nous apporte comme information. Lorsque je calcule le moment d'une force par rapport à un point, c'est une force qui s'applique sur un système matériel. Donc là, par exemple, vous avez un solide où on applique une force en A qui est U, tout simplement. Donc, ça va nous donner l'aptitude qu'a cette force, donc si je l'appelle pour que ce soit bien plus cerné, F, c'est l'aptitude qu'a cette force F à faire tourner notre solide, notre système autour du point O. C'est ça qui sera qualifié par ce que nous obtiendrons dans l'intensité du moment. Bon, quand je prends le moment, ce sera vectoriel, mais lorsque je vais calculer sa norme, je pourrais qualifier en fait cela. Maintenant, par rapport à un axe également, c'est pareil. Par rapport à un axe, donc si je prends un axe qui passe par O et qui est par exemple delta qui vient dans ce sens, alors le moment de la force F par rapport à l'axe delta passant par O va juste nous donner comme information l'aptitude qu'a cette force à faire tourner notre système autour de l'axe O delta, tout simplement. Donc c'est ça, il faut déjà avoir cette perception physique lorsque vous calculez le moment d'une force et savoir l'interpréter. Donc, passons maintenant au moment par rapport à un axe. Donc, par rapport à un axe, qu'est-ce qui peut définir un axe de vecteur directeur I? Bon, je vais l'appeler un axe delta, donc de vecteur directeur I delta. Le moment par rapport, c'est une quantité scalaire maintenant, le moment par rapport à delta du vecteur lié à U sera égal au moment par rapport à O, bon, je vais l'appeler par rapport à OI, de mon vecteur lié à U, scalaire I delta, avec OI appartenant à delta. Ça veut dire que lorsque je prends un axe quelconque et que je veux calculer le moment, donc si je prends mon axe delta, là, je prends mon vecteur lié là. Alors, si je prends n'importe, donc là, c'est ce que j'appelle OI, ça peut être O1, O2, n'importe quoi, O3, ainsi de suite. Donc, si je prends ceci et que j'essaye de calculer le moment de ce vecteur lié par rapport à comment est-ce que je vais dire, j'essaie de calculer le moment de ce vecteur lié par rapport à cet axe, ce serait le produit scalaire de I delta qui est déjà là, dans le vecteur directeur de notre axe, produit scalaire de I delta et le moment par rapport à n'importe quel point que vous prenez sur delta. Donc, en représentation, comme on le fait souvent, on peut faire ceci et on fait une projection dans ce sens, juste avoir une expression. Donc là, vous avez le moment, par exemple, ça c'est le moment par rapport à O1, que vous allez projeter maintenant, suivant ça, et c'est cette grandeur-ci qui sera le moment, pardon, c'est cette grandeur, approximativement, qui sera le moment par rapport à l'axe. Et ceci, c'est le moment par rapport au point OA. Vous voyez qu'en fait, si on le fait pareil, pour là, lorsqu'on va projeter, normalement, ça ne devrait pas changer, ça devrait être exactement la même chose en termes de... Donc, lorsqu'on projette, on tombe sur ça. Vous voyez que peu importe le point où je me trouve, en termes de représentation, je devrais avoir la même valeur. Ça veut dire que le moment, en fait, par rapport à un point, par rapport à un axe, ne dépend pas du point choisi sur cet axe. Peu importe le point que vous prenez, il suffit juste qu'il appartienne à l'axe pour qu'on puisse calculer le moment en ce point et faire le produit scalaire avec le vecteur directeur de l'axe. Donc ceci, c'est encore OI A vectoriel U, le tout scalaire vecteur directeur de l'axe delta. Donc ça, c'est le moment par rapport à delta du vecteur lié à U. Donc ce sera tout pour la notion de moment. Maintenant, essayons de démontrer cette
affirmation qu'on a eu à dire tout à l'heure, on va montrer en fait que le moment d'un vecteur lié par rapport à un axe ne dépend pas du point pris sur l'axe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Alors, on va simplement prendre cette expression. Donc, je vais dire soit O quelconque, oui, appartenant à delta. Alors, le moment par rapport à delta de mon vecteur lié à U n'est rien d'autre que OA vectoriel U scalaire I delta, tout simplement. Ça, je connais déjà. Maintenant, on va prendre un autre point, donc soit O1 appartenant également à delta. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'introduire dans ceci. Alors, j'aurai le moment par rapport à delta de mon vecteur lié à U, qui sera égal à quoi? Là, je vais introduire O1. Du coup, j'aurai O1 d'après Chasles plus O1A vectoriel U, le tout scalaire I delta. Maintenant, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est encore du O1 vectoriel U scalaire I delta plus O1A vectoriel U scalaire I delta. Donc voilà ce que nous avons. Maintenant, comment conclure à partir de ce niveau? On va se rappeler juste des notions que nous savons déjà. Pour le produit vectoriel, le produit mixte, pardon, je sais que U scalaire V vectoriel W, c'est encore quoi? C'est encore V scalaire W vectoriel U, qui est encore égal à W scalaire U vectoriel U vectoriel V. Donc on va juste se servir de ça pour identifier ce que nous donne le premier terme. Alors là, on aura simplement une reconduction d'égalité. Qu'est-ce qu'on aura? O1 vectoriel U scalaire I delta va simplement nous donner quoi? Donc en fait, c'est comme si pour ce terme que j'appelle alpha, oui, donc alpha qui est égal à I delta scalaire O1 vectoriel U sera encore égal à quoi? Alors, je peux directement dire que c'est encore égal à U scalaire I delta vectoriel O1, tout simplement. Parce que c'est comme si j'avais pris le dernier, qui est qui? W scalaire U vectoriel V. Donc je prends U scalaire I delta vectoriel O1. Or, I delta vectoriel O1 est égal au vecteur nul. Pourquoi? Parce que si I delta, il est là, O que je prends n'importe là, O1 appartenant également, je vois qu'ils sont tous sur le même axe. Alors ils sont collinéaires. Ça veut dire que I delta vectoriel O1 donne le vecteur nul. Alors je me rends compte que alpha est égal à 0. Ce qui veut dire que le moment par rapport à delta de mon vecteur lié à U peut encore s'écrire comme étant O1 A vectoriel U scalaire I delta. Ceci qui est simplement le moment par rapport à O1, mon vecteur lié à U scalaire I delta. Or, nous sommes partis du fait que c'est égal au moment par rapport au vecteur O du vecteur lié à U scalaire I delta, et nous retombons sur le fait que c'est égal au moment par rapport à O1 du vecteur lié à U scalaire I delta. Donc, le moment d'un vecteur lié par rapport à un axe ne dépend pas du point pris sur l'axe. Ceci achève la démonstration et également la première vidéo sur la mécanique du solide indéformable. Vous pouvez mettre en commentaire tout ce qui vous semble incompris. On essaiera de répondre paisiblement à toutes vos préoccupations. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo si ça peut aider ceux qui sont dans votre entourage.
Donc, je vous dis au revoir et rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Martin Rémy.